Bon, il s'agit, ce qu'on fait intensément pendant cette pandémie, effectivement, essayer de chercher, tant qu'on a du temps, les desseins secrets de la nature entre humains, selon l'expression d'Emmanuel Kant. On supposait que ça vient de la nature. Il s'agit de virus modifiés. Eh bien, donc, on reste dans la thèse naturaliste. Mais quand il s'agit de secrets, des scènes secrets de la nature, on parle de quelque chose de différent, beaucoup plus que les lois de la nature. On fait semblant dans la science de savoir les comportements viraux, mais justement, eux, ils sont véritablement des êtres vivants, donc ils changent de, entre guillemets, stratégie jamais. Donc, ils se comportent différemment. Depuis des siècles et des siècles, effectivement, on n'a pas vu une épidémie de peste, et à ce qui me semble, cela semble beaucoup comme qualité de moyens de contagion restant indéterminés, donc illimités. Ça ressemble beaucoup à l'épidémie de peste, à une différence radicale que peste, dans les conditions moyenâgeuses, restait toujours dans les villes, à l'intérieur des villes, et même rarement dans la campagne, n'est-ce pas? Donc ça ne se voyageait pas. Mais notre époque, comme on sait, c'est un village global. Donc partout et dedans de partout. Et le moyen de transport, pour l'instant, c'est suspendu. Transport aérien, complètement pris une brèche, toute raison. Mais il y a plein donc choses à penser, à commencer par l'essence de la communauté et pastorale, les services pastoraux au sens large du terme. Donc gouvernementalité, mentalité du peuple d'une part, mentalité du souverain, ce qui est supposé souverain est élu dans des conditions différentes, et maintenant, bon. Donc, il y a beaucoup de théories de complot, il faut l'accepter, ce sont des exercices réflexifs, il y a des choses très caricaturales, il y en a des choses plus réfléchies. Eh bien, j'en suis sur le chemin. Mettons les choses en clair, commençons par le début. C'est difficile à résumer, mais caricaturalement, ça se fait, effectivement. Le monde vit une crise mondiale, économique, là où le système capitaliste est arrivé à son but depuis beaucoup de temps et de manière récurrente, c'est dans une crise. Mais cette fois-ci, effectivement, ce sont des successions de crises accumulées depuis au moins 91. Bon, et il y a des choses qu'on connaît par les spécialistes, c'est-à-dire valeur de valeur en question. Toutes ces questions philosophiques, ils répondent par biais, ils préfèrent ne pas répondre. Donc, comment ils réglaient les choses? Ils réglaient les choses en non pas achetant de l'avenir, mais en volant de notre avenir, de l'avenir de tout le monde. Donc, endettement, mais vers qui, devant qui, pour qui et de quoi? Effectivement, ça reste complètement, pour dire vite, hypothétique, fiduciaire, spéculatif, virtuel. Il
imaginaire, non, même pas conventionnel, il y a des conventions bien sûr, mais de l'ordre fantasmagorique finalement. Donc comme on faisait des opérations en commençant par une action, en disant que, enfin, supposons que X est 1, etc. Comme ça. Les attributions, c'est ça la convention, le plus arbitraire du monde. Donc arbitraire du signe, avec ses avantages, justement, ces avantages critiques, c'est-à-dire prendre une distance par rapport à toutes ces opérations et essayer d'en revenir, y revenir aux essences des choses et ne pas accepter, mettre en parenthèse tout ce qui est conventionnel. C'est l'acte philosophique par excellence décrit dans le phonologisme de Hegel dans l'encyclopédie. J'en penserai très vite parce que tout ce que j'ai dit, c'est déjà trop bien travaillé. Tout XXe siècle et XXIe siècle bien préparé en arsenal conceptuel, sauf que les gens intéressés, les grands philosophes, tous sont morts. Le reste, nous, quelques miettes, on est somnambule, on travaille, mais on est dans une ineffectivité. C'est pas grave. Si on sort vivant, effectivement, il y a des chiffres énormes comme prévision des nombres en France ou en Angleterre. Il y aurait 600 000 morts avant que ça se termine. Effectivement, et en Amérique, 1 million, etc., aux États-Unis. Donc, ce sont des choses insupportables, mais pour mettre les choses au clair devant soi, effectivement, ça peut faciliter, entre guillemets, les choses des États, des mécanismes bureaucratiques et des systèmes de finance. Parce qu'il y a des impossibilités réelles, c'est-à-dire le nombre, la quantité d'hommes qui veut accéder au travail, aux échanges symboliques, au bien-être, à l'éducation, au langage, au confort, en plus au moyen de transport, c'est-à-dire la liberté de choisir le pays où il veut vivre. Donc, massive immigration des ethnies. Enfin, c'est une traduction approximative de notre chère expression Kavimler Göçü, qui se date effectivement départ des Turciques de l'Asie centrale. Ça devrait être 600, l'an 600 après Jésus-Christ, ou avant, bon, c'est ça, ça devrait être ça, 700, 600. Bon, on a vu des exemples comme ça, et il y en avait beaucoup, des Goths, Visigoths, etc. Les Huns. Bon, et c'est à cette échelle-là qu'on observe une immigration encore retenue. Hein. C'est très partiel, on a vu. En Mexique, on a vu. En Italie, en Turquie, en Grèce, l'époque de la entre guillemets, civilisation est forte. Bon, eh bien, parce qu'il y a un changement climatique, et même s'il n'y en avait pas, les gens ne se contenteraient pas d'y rester pendant leur petit espoir de vie en Afrique, en Asie, etc. La Chine a réussi quelque chose avec une totalitarisme, disons, comment ça s'appelle, élargi, changé de nature tout en restant totalitarisme. Donc, il s'est adapté très vite à la loi, à la logique du capitalisme, de marchandises et d'innovation. Donc, elle a envisagé plusieurs dizaines d'années à venir, elle se préparait en production.
pour les besoins actuels et pour les besoins à provoquer dans l'avenir. Ce que j'appellerais symboliquement G5. Donc, moyen de communication satellitaire, une sorte d'omniprésence, omnivoyance, transparence électronique et informatique de 5e génération. Voilà. L'Europe a eu des réticences, mais l'Allemagne a accepté, il a loué ses ports, Hambourg, etc. Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle, avec une expression si pathétique et historique, la voie de soi. Donc, la Chine est prête de sortir de sa coquille et envahir le monde, non pas physiquement, mais, disons, spirituellement, mécaniquement, technologiquement. Et la Chine impose sa technologie que l'Europe et les États-Unis résistent pour un petit temps. Eh bien, ce délai est terminé, la Chine doit mettre en place son mécanisme. Pourquoi? Pour survivre son peuple, son terroir, je dirais, à condition de traduire plus tard. Donc, ça, c'est champ de mort, c'est champ de vie et c'est champ de mort. It's people, it's raining, people raining. Donc, en Chine et partout dans le monde, le peuple pleut. Donc, il pleut, il y a du peuple, ça vient, ça va. Donc, dans cette optique ontologique, un peu héraclitien, un peu très socratique, Anaximandros, etc., tourbillonnaire, ontologie, qu'on connaît en poésie, en philosophie archaïque, dépassée, pas le rationaliser. Eh bien, cette métaphysique très, très tourbillonnaire est mise en place, non pas par quelqu'un, mais elle se réveillait, quoi. Eh bien, c'est mon hypothèse philosophique. C'est-à-dire que la mort, la vie, la naissance, maladie, précarité, confort, luxe, bien-être, n'ont aucun sens par rapport à cette ontologie. Tout est relatif, tout est passager, tout est ridicule, tout sont des figurations, des configurations, des schèmes, des schématismes. Il faut qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Donc, ce sont des remplissements et des vidages d'essence. Donc, ce que j'appellerais l'affairisme généralisé à l'absence d'un travail au sens noble du terme, c'est-à-dire la production de ce qui manque, des besoins, au sens noble du terme, la valeur d'usage étant abolie depuis longtemps, et on était dans le stade déjà de valeur d'échange, c'est-à-dire reproduction d'un marché à laquelle on présente des produits pour provoquer une certaine consommation, c'est-à-dire une reproduction de la consommation, stabilisation de la consommation, pour que ça se tourne, le circuit soit à peu près stable, au profit d'un centre quand même, qui serait la Chine cette fois-ci, qui était les États-Unis, un moment Allemagne, Hollande, France, Angleterre, etc. Bon, la Chine, facteur Chine. Et ce qu'il propose, c'est presque rien, parce qu'il s'agit d'une structure de surveillance et de contrôle nanotechnologisée. C'est au service de n'importe quoi. Véritable technologie, véritable gestalt qui n'a aucune signification et qui est plus que contraignant. Plus que contraignant et très avantageux, ça va accélérer les choses.
c'est-à-dire une interactivité accélérée, une rapidité incroyable qui ne va plus nous laisser le temps de réfléchir ni nos besoins, ni nos consommations, ni nos demandes, ni nos espoirs, ni nos rêves, etc. Accélération, donc dans ce sens-là, dans ce contexte-là, bon diagnostic. Pour l'instant, comme je suis un peu fatigué depuis 24 heures non-stop, somnambule, effectivement, je vais vous déclarer le titre de ce discours, etc. Bon, hypothèse d'accélération, hypothèse devenue réelle. C'est un renvoi à un texte de Paul Valéry, considération sur le monde actuel, qui s'appelle simplement hypothèse. Hypothèse. Le monde est devenu une hypothèse. Depuis longtemps réalisée, comme chez Heidegger, métaphysique est depuis longtemps réalisée en ce monde. Donc achevée, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une idée. Métaphysique est quelque chose de réel dans lequel nous vivons, nous respirons, nous mourrons. Au revoir. L'ami de pape pour sa fonction de diplomate à Vatican, donc le chef de Tariqa Rifa'i, dont la succession est incertaine, dont la généalogie d'abord est incertaine, M. Kenan Gürsol a précisé un moment au département de philosophie de l'université de Galatasaray qu'il a modéré l'élan des laïcs pendant le coup d'État postmoderne, ce qu'on appelait comme ça, de 28 février, et il est soudainement élu comme diplomate à Vatican sans ayant une éducation ou instruction de diplomate ni de relations internationales, sauf quelques entretiens avec les catholiques, bien sûr, dans les réunions d'abondance interreligieux, dont Fethullah Gülen était trop pondérant. Donc, il était donc dans ce schéma très connu à l'époque et accepté par tous les libéraux, jusqu'à écheviste, jusqu'à je ne sais quoi, enfin. Donc, il a préparé. Il n'a rien du tout. Il n'est qu'un aisé de famille d'aristocrates, soi-disant déchus ou avec une succession imaginaire de cette interprétation abusive des sunnites, des soufis. Donc il a eu quelques influences autour de lui, à défaut de, n'est-ce pas, des lectures tout simplement, non pas des grandes figures. Effectivement, les femmes surtout, qui sont très inclins à des figures vivantes, parlant pendant des heures, parce que les femmes n'aiment pas trop lire, mais elles prennent des notes, elles produisent des livres. Donc, Cheikh Rifa'i Tariqat Kenan est né comme ça, à partir de quelques femmes de Jad de Boston, des sociétés un peu ennuyées de leur mari, non mariées, surtout des vierges, de souche de leur père, quoi, enfin. C'est-à-dire que les femmes qui sont
fidèles à leur père, et non pas à leur père kémaliste, bien sûr, à leur grand-père. C'est ça, fantasme, grand fantasme de destruction d'un imaginaire pour en faire non pas un petit roman intéressant qui sera très, très, très instructif pour tout le monde, mais un véritable processus d'enchaînement et de captivité et à défaut de rien, je souligne, ils sont très très intelligents et très très laïcs finalement, ils sont même presque athées, donc à défaut de rien, et au nom de leur famille, le titre, titré, antitrait, comme un chef de n'importe quelle tribu, quoi, enfin, un enfant prodigue qui revient de, enfin, qui est éduqué à la française dans le lycée catholique de Saint-Benoît, Saint-Joseph, j'en sais rien, et après son excursion éducative de Paris, il revient. Pourquoi? Pour restaurer un monument, non pas un monument, une maison de famille dans laquelle il a enterré quelques esprits, plein de domestiques bien sûr, payés ou non payés, adorés ou adulés, abusés ou fructifiés, générés ou mariés, etc. C'est très connu, très connu, très connu. Une non-loi, un hors-loi désirante, une machine désirante, jouissante, et enquérant les titres dans l'est de la Turquie, au fond, au bas fond de la poésie turque, dit-on, du XIe siècle à Erzurum. Donc il est attitré dans l'université d'Atatürk, dont le nom seul doit lui faire honte, n'est-ce pas? Bon, il n'a pas honte, l'université non plus de honte, lui l'accueillir et lui honorer en tant que docteur, etc. Donc, il a quand même une franchise. Il ne ment jamais. Il dit que moi, j'ai escaladé tous les niveaux de l'académie sans attendre. C'est-à-dire que s'il fallait aller à Erzurum, dans le bas fond de la Turquie à Erzurum, j'étais là avec ma femme et mes enfants. Et si j'étais envoyé à, je ne sais quoi, à Paris, et j'étais là, et comme ma femme était avec moi, et on a eu des enfants, mais on était très frivole à l'époque. En fait, on était dans les réunions tout le temps. Et on n'a pas remarqué que notre petit enfant, quand même, il était une arriéré mentale. Et on était quand même consternés. Et pendant le reste de notre vie, c'était notre une croix christique qu'il faut porter. C'est-à-dire il faut payer tout le temps, les étudiants, les assistants, embaucher les étudiants bien éduqués qui peuvent quand même venir à l'aide à la maison, rester à tout temps, imprécis, etc. Très difficile, enfin, un roman. Lui-même, il n'a pas conscience de soi et il s'expose, il s'élargit, il s'étale dans une insouciance, à force de quoi, je ne sais pas, à force de fou divine, les forces divines, on suppose, et il a un caractère de monsieur, comment ça s'appelle, un roman de Tanzimat, voilà, monsieur Eflatun et Eflatun Efendi ve arabası, c'est ça, ridicule, mais vrai, trop vrai,
pour s'amuser, quoi. Suis-je aveuglé par moi-même, asymptotique? Sinon c'est l'invisible prégnant qui me prive de vue. Serais-je encore une vue imprégnable dans le lent croisement des fausses quarks, dont l'effet devient imperceptible quand se travestissent en riverains neutralisés comme mes prochains désincarnés. Osada de Hoshino Hayata Unyada Hayata de Hoshino Osana Atma Samna Ölümsüz hayatı tatmasandı La République turque, fondée en 1923, c'est une joie pour moi. À tous les soirs, je prie pour les messieurs de Atatürk. Si me connaissent toutefois une orpheline d'Izmir d'Adana Ali d'hypnote mère supérieure orphelinat arménienne. Alors, entre mille choses qu'on peut dire pour comparer la philosophie et la littérature, il y en a un qui m'a imposé ce matin. C'est d'abord la chose littéraire, c'est absolument singulière. Elle a vocation d'être jalousement gardée, qui ne se donne pas immédiatement, et a tendance de cacher la procédure de sa production. Moi, effectivement,
Je n'arrive pas à garder, j'arrive à garder maximum 30 ans, 35 ans la chose écrite, jalousement, au sens où je ne publie pas. Mais de plus en plus, j'ai tendance à imposer la littérature en mes discours philosophiques. Mais personne ne m'a demandé de quoi je pense entre les deux. Je voulais dire que la philosophie, par contre, elle est comme une fille publique, si vous me permettez l'expression. Elle devrait s'avancer en montrant, exhibant le processus de sa production, les prémices, le développement possible et ses délimitations et ses conséquences, soit bien sûr passagères et non pas conclusives. Rien de conclusif dans la philosophie, bien qu'il y ait tellement de propositions, prédicaments qui ont l'air très strictement déterminés, mais elles ne sont que de forme. Alors la littérature, elle aussi, elle fait un jeu de forme, mais d'une manière, disons, informelle, parce qu'il s'agit d'un jeu déclaré d'entrée du jeu. La littérature, la philosophie par contre, se présente au départ, d'emblée, comme une affaire sérieuse dans l'occupation de l'entendement, mais à la fin, elle nous donne une petite portion pour entamer la vérité, et non pas la vérité elle-même, elle se dérobe toujours. La littérature, par contre, elle a l'air de s'eximer d'emblée, sans crainte, mais on comprend vite qu'il s'agit d'une fiction et l'apparence peut tromper parce qu'il y a beaucoup de pages encore jusqu'à la fin du roman, par exemple. Et la poème, effectivement, c'est comme une sorte X-rayon. Elle se donne d'emblée, mais déchiffrée, en crypte, comme un tableau. Bien qu'il y a des images, ce qu'on dit des figures rhétoriques dans la poésie plutôt, elle est de l'ordre de la peinture et non pas image. Peinture au sens du tableau figé, au sens anachronique, anhistorique, bien qu'elle se plonge dans n'importe quelle séquence historique, en se prêtant, en pointant des mots un peu usés, ou voilà, qui ont perdu la valeur d'échange, de circulation. Voilà, encore quand je dis circulation, échange, circulation, la vie publique, les deux aussi féminines, comme Jean, en français en tout cas, littéraire. C'est une bonne appellation parce qu'il s'agit d'un assemblage des lettres, donc c'est très humble déclaration concernant le contenu. Philosophie aussi, c'est très humble, ce n'est qu'une amie de sagesse et pas du tout la chaise de sagesse. Voilà, ce sont des opérations très humbles de l'humanité. Ce n'est pas une ingénierie, ça ne demande même pas une génie spécial, ni un savoir-faire, pas du tout. On peut faire n'importe comment. Donc la philosophie, dans ses débuts, si on pouvait dater cette
amour de sagesse et cette proximité relève autour, dans la proximité, voilà, du sage, qui est impénétrable, qui est chargé d'une certaine science. Et s'il agit sciemment, malgré lui, est-ce qu'il agit, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il profère, ou bien est-ce qu'il garde le secret comme, disons, comme une tétragramme, comme une totem, comme une fétiche de l'extérieur, bien sûr. On ne sait pas qu'est-ce qui est raison à l'intérieur d'un sage. Là, on ne peut pas savoir s'il ne raisonne pas, justement, s'il ne fait pas de raisonnement, c'est-à-dire s'il ne fait pas des sentences quasi prophétiques. Alors, sa forme tétragramme ou cunéiforme, qui n'exprime pas par trop de rire, encore moins fou rire, il ne pleure pas. Il a l'air d'avoir chagrin, mais il ne chagrine pas, il ne souffre pas, même s'il souffre au niveau biologique, il ne l'exprime que par tétragramme, c'est-à-dire les rides sous le visage. Alors, je vous ai dépeint quelque chose comme une sorte d'idole qui est exacte, une copie exacte de soi-même, c'est-à-dire il n'y a pas d'une intériorité qui exprime, sauf qu'il décide de faire quelques inscriptions, incisions, disons, surtout pour le nouveau-né à inciser, pour ne pas dire circonscrire autour d'un système de signes dont la dernière signification ne lui appartient et seulement par symbole, c'est-à-dire par dénomination baptême d'un homme donné, qu'il en distribue comme justice distributif une portion seulement aux nouveau-nés, c'est-à-dire aux nouveaux participants à la communauté. Communauté a un système de mutus qui travaillerait, fonctionnerait à partir d'une présence vivant ou mort. Anceste mort peut être valable pour la même fonction, qui distribuerait les dernières et les premières significations qu'on va se réitérer correctement sans comprendre la signification finale ni initiale. Donc, je parle effectivement de l'invention même de l'écriture. On n'a pas inventé l'écriture en dessinant des traces sous la sable. Ça se fait toujours et ça s'efface. Alors, réitérabilité qui est la condition première de toute écriture, qui devrait y avoir quelque chose avec la reproduction de l'espèce humaine d'abord, bien sûr, pourquoi pas des animaux et toute autre marchandise qui a un procédé de fabrication, ne serait-ce qu'une simple couteau ou lance, utiliser la ficelle et faire des nœuds
c'est ça, l'écriture réitérable d'une communauté qui fonctionnerait à partir d'un certain savoir-faire transmis au nom d'artisanat. Donc, rien de chamanique, dirions-vous, mais chamans ne partagent que ce qui est nécessaire et au moment voulu de Kairos. S'il diffère, s'il décline dans l'exacte reproduction sérielle des signes et de savoir-faire, alors il a quelque chose à dire, c'est-à-dire une bedaïtoun devant une autre sorte de nœud que je nommerais l'intrigue, la guerre, la famine, disette et la maladie. Eh bien, un cas singulier, disons, un bon philosophe, un cas, le particulier. Ainsi, chaman aura non pas une infinité en nombre des universaux, mais un certain nombre d'universaux qui s'articulent et qui sont qui s'approuvent, qui se démontrent, qui s'addition et qu'on peut soustraire l'un de l'autre et les multiplier, regrouper et les diviser sans qu'on perde le rapport à la totalité qui fait l'unité du sens qu'on peut décliner, c'est-à-dire en acte de parole ou en une praxis déterminée, par exemple le soin d'une maladie qui mobilise une série illimitée de savoir-faire et d'accumulation et de pratiques de plantes, récoltes, traitement des grains et, disons, transformation quasi chimique, c'est-à-dire diluer, bouillir, distiller et mélanger avec les autres substances pour en faire une agglomérat pour appliquer au plaies. Même pour augmenter un effort physique, c'est-à-dire pour fortifier le sujet, donc une certaine aphrodisiaque ou une certaine transformateur d'état d'âme, etc. Tout ça a un rapport au chaman et qui est souverain, soit vivant, soit mort, soit avec ses représentants vivants, déjà morts, mais tout est déjà transmis et actuel, et toujours prêt à être actualisé, au sens où remplissement du sens suivant le cas particulier à résoudre. Frame, c'est-à-dire le cadre paradigme du problème, dès qu'on a détecté ou formulé le problème, la solution, c'est-à-dire la réponse, est déjà prête. Commencement de la philosophie, c'est ça. Si l'espèce humaine est capable de poser des bonnes questions, il y aura des bons traitements et de remèdes. La philosophie, c'est-à-dire proximité, être en proximité du sage ou du chaman, c'est tenir vivant ces possibilités d'actualisation ou revivification des traces mortes.
morte au sens d'inertie. Et ça ne s'oublie pas. Une trace ne s'oublie pas, mais ça s'use par une certaine usure et par une certaine, disons, comment dirais-je, chômage. C'est-à-dire, si vous n'utilisez pas une trace à des cas particuliers appropriés, cette trace va changer de statut qui va s'inscrire autrement, sans perdre, bien sûr, sans se perdre. Aucune trace ne se perd. C'est pour ça que je simplifie en disant tétragramme. Je n'utilise pas le mot pictogramme, qui n'exclut pas ceci, mais cunéiforme a cet avantage qui nous dit que chaque lettre était d'abord un chiffre. D'où le numérologie, ou bien d'où Kabbale, d'où Hurufat dans le monde islamique, et d'où la science du chiffre, autrement dit chiffre. Et le mathématique et les géométrisations. Donc, il est faux de dire que les premiers philosophes, disons les philosophes grecs, ils ont cherché à abstraire l'usage quotidien du langage, échange de doxa, un aspect qui aura l'aidos, qui aura réellement existé en espèce d'éternité et qui valerait comme universel, idéal. Donc, platonisme n'est pas un exercice en voie de recherche ou de découverte des idéaux, mathémata ou des icônes, encore moins, et ni de Dionua. Dionua a quelque chose à voir, bien sûr, avec la méthode dialectique et pensée, disons, réflexive. Mais toute noésis qui fin de rechercher était déjà existé dans leur passé. Dans leur passé, non pas sous forme de présence, mais dans une passé immémoriable et gardée d'une certaine façon. Effectivement, Socrate s'étonnait que d'entendre que des doxas, d'échanges de doxa au lieu d'une épistémé, parce que l'épistémé était caché derrière le doxa. Les gens, non pas des sophistes, mais des gens normaux qui cogitent d'avant Socrate, répondaient à ces questions par n'importe quel entrée, c'est-à-dire par leur doxa, et ils avaient l'air de dire vrai, mais pas tout à fait exact, parce que ce n'était pas exhaustif ce qu'ils ont formulé, mais c'était un cas particulier, toujours. Et dire universel en tant qu'universel, être en tant qu'être, effectivement, décortiquer toute usure des mots et des énoncés, des rapproches et des prédicaments, disons, ou formulations, ça revenait encore une fois à cette figure dès lors qu'on nommerait socratique, platonicien, pas égal, mais Platon a, comme d'ailleurs Xénophon, ils ont retracé, non pas seulement transcrire ce qui était déjà dit, mais mis en forme de littérature philosophique. Eh bien, pour Aristote, il faut dire
qu'il y a une vérité dans cette distinction de enseignement exotérique et ésotérique. C'est vrai, peut-être que Aristote non plus n'a pas écrit beaucoup, et ses étudiants qui prenaient des notes et comme ils sont des génies, ils construisaient selon la méthode apprise des bonnes démonstrations et des expositions, exit, ce que nous appelons partie exotérique de l'œuvre d'Aristote, dont partie ésotérique non existante, parce que ça n'existe que dans l'esprit d'Aristote, et c'est pour ça que Aristote, beaucoup plus que Platon, est au proie de malentendus jusqu'à la psychologie de behaviorisme, et il est philosophe le plus maltraité au sens de l'interprétation qui soit possible. Platon aussi, il est très mal interprété, et à mon avis, parlait à travers le néoplatonisme et les religions monothéistes. Alors, il faut accepter que le pythagoricien précédait tout affairement ésotérique autour des chiffres et des autres pratiques, y compris médicaments, y compris soins corporels, était leur tâche quotidienne. C'est-à-dire, eux, bien qu'ils avaient l'air d'une secte initiatique, c'est vrai qu'ils se gardaient intacts seulement par cette institutionnalisation, et n'importe où, Égypte, Alexandrie ou n'importe quelle île méditerranéenne était propre pour leurs travaux, qui n'étaient pas publics d'abord, qu'ils avaient d'abord une tâche de garder vivante un savoir-faire, et en gardant le secret. Donc la géométrie et la mathématique étaient déjà, depuis longtemps, inventées par Thalès, Pythagore et les autres. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais je voulais tout simplement dire que les lettres étaient d'abord des nombres. Et plus que cela, chaque nombre ou chiffre ou crypte ou trace ou signe était un nom propre, au sens où ils étaient pour le particulariser et particulier. Donc un nom propre qui signifie, indique une personne particulière et à part entière dans sa totalité, dans son unité qui le superpose, qui le définit au sens strict du terme, mais au cas où il y aura un changement d'état dans son rang social ou dans ses capacités, dans ses praxis, dans ses manières d'être habile, cette personne aura le droit de changer
d'un nombre propre, c'est-à-dire du nombre chiffré. Eh bien, autrement dit, les philosophes tardifs, y compris les présocratiques et Socrate, ils avaient hérité un monde que j'appellerais du nombre nombré, du nombre déjà nombré. Tout était déjà nommé et nombré, et on avait une accumulation de doxa. Le philosophe travaille sur le doxa, c'est-à-dire sur la matière de nombre nombré. Pour le décortiquer, pour le déconstruire, pour faire des comparaisons entre les nombres, donc des opérations de proportionnalité, pour en montrer qu'il y a une opération encore vivante qui permet, au-delà des nombres propres et des chiffres fixes, en montrer la logicité de ces procédés entre des passages entre les nombres nombrés, c'est-à-dire des finitudes, bien sûr, pour ne pas dire représentant des personnages particuliers ou singularités. Eh bien, la philosophe a peut-être des tâches en plus de cela, de activer, mettre en effectivité cette opération même qu'il a découvert en ce travail sur le doxa, donc comparaison, sciences de rapport, donc géométrie et syllogisme et rapport de proportionnalité, tout simplement, rapport catégoriel, au sens qualitatif du terme, c'est-à-dire des liaisons d'affinité lointaines et intimement liées, propres, impropres, similitudes, ressemblance, analogie et adéquation totale. Je l'avais dans la virtualité fixé comme point. Donc, le philosophe, ainsi, par ces opérations de déclinaison, disons calcul infinitésimal, qui n'en finit jamais, autant que le doxa se présente, se parade devant le philosophe. Et le philosophe ainsi obtenait le droit de activer, rendre effectif le nombre nombrant. Et non pas seulement rester, faire un repérage, une collection, une taxonomie des nombres nombrés, d'où la différence quand même entre une numérologie en extension devient Kabbalah et Rufiat, eh bien, beaucoup plus tard, au Moyen-Âge, nominalisme, réalisme des normes, des universaux. Voilà, il y a encore un long parcours, long trajet à parcourir pour en arriver à un livre qui dit quand dire c'est faire. Voilà une interprétation finalement
trop tardif de ce que peut-être Aristote comprenait malgré soi, malgré lui, de praxis, au sens le plus noble du terme, qui concerne bien sûr rapport de signe à signe, c'est-à-dire intersubjectivité, rapport de signe à signe dans son effectivité et dans sa vivacité ravifiée, ne montre que les rapports intersubjectifs, donc politiques. C'est pour ça que dans ses écrits exotériques, Aristote disait que praxis concerne le domaine de zone politique. Pour dire de manière caricaturale, il fallait dire le mot zoé là-bas, parce que c'est seulement un vivant en chair en os, donc les organes organisés et parfois désagrégés, c'est-à-dire tombe malade ou qui ne fonctionne pas, qui a perdu unité d'un épanouissement d'une vie, qui cherche des solutions et des remèdes soit par une introspection, mais pour ne pas dire auto-affection, mais pour ne pas dire conscience de soi, et conscience malheureuse et conscience morale, et appel qui viennent de l'extérieur, qui sort de Dasein et qui tombe sur Dasein comme si cet appel, c'est-à-dire Klésis, Ruf, venait de l'extérieur. Comme si cela venait de l'extérieur, c'est-à-dire d'autrui, du concurrent, du quoi? D'autrui politique. C'est ça l'enjeu de la moralité, qui passe dans une intériorité, mais seulement en conjoncturant, si vous voulez, dans des topoïs extérieurs et renvoyé à soi, c'est-à-dire au sens citique du terme, Gewissen, conscience morale. Et c'est pour ça que c'est dans ces eaux-là que nage Praxis, que certains, à mon avis, comme Sohrawardi, suivant la fille de conduite de Muhyiddin Arabi, a eu cette tendance de projeter cette opération en purgatoire, dans le monde de Balzac. Et non pas dans ce monde-ci, là où on ne peut pas présenter une théorie politique de vivre ensemble dans une terre ni juif, ni chrétien, ni encore moins musulman, mais sauf Andalousie. On aura beau cogiter à Bagdad et Damascus, mais en Andalousie, on en pratique aussi, et sans s'entretuer jusqu'à quand même quelques siècles. Alors que n'importe quel, disons, scélérat de Damascus ou de Bagdad aura pu vous achever à l'instant même dès qu'il a une poche remplie. En Andalousie, c'était autre chose. Donc c'est pour ça que les Arabes n'ont pas resté longtemps
à New York, à Chicago, c'est-à-dire Bagdad, Damascus, ils ont cherché les terres promises et ils ont trouvé vraiment, avec le palmier, un joli mirage ibérique qu'on appelle Andalousie. C'est un beau séjour. Alors les pleurs et les applaudissements, le rideau descend, tout le monde éveillé et les lustres sont allumés, on peut sortir et danser. Imaginons que je raconte certaines choses à mon chapeau. Le fait qu'en français, il y a une expression, je cite, « Je suis agréablement surpris », démontre par elle-même, donc d'une manière a priori, qu'il y a des manières d'être surpris désagréablement, des expériences négatives qui nous surprennent. Qu'on ne s'attendait pas à cela et tout. On va vivre une émotion forte. On va voilà, on va survivre, c'est sûr, ou c'est presque, mais on va surmonter, voilà. Il y a des surmontables et il y a des insurmontables. Voilà la logicité de tout syllogisme. C'est plus significatif de dire que Socrate est mort. Mais de quel droit vous parlez sur Socrate? De quel droit? Enfin, la chose le plus immortelle, c'est peut-être Socrate. Ou bien demi-mortel, moitié mortel. Voilà. Il faut syllogisme. Comment? Comme ça, il faut faire des syllogismes qui servirait à quelque chose, qui va nous éclaircir et qui va nous expliciter le cours du monde et la force, c'est-à-dire ce que veut dire a fortiori, c'est-à-dire l'expérience au sens fort du terme, et non pas une simple parade ou collection de vécus qui se communique comme en vase communicant, mais qui dit rien au sujet, qui s'équilibre sur une surface au calme et au-dessus de l'océan, des modifications chimiques, physiologiques, électroniques, radioactives, biologiques, cellulaires, composés simples. Tiens, le mot simple, d'où vient? Non pas son étymologie, ça ne m'intéresse pas, mais simplicus, c'est intéressant. Comme nom propre. Complicus. Eh bien, la raison simple, l'expression consacrée, voilà ce que je voulais dire. Dans le début de mon intervention, dans la comparaison de la littérature et de la philosophie, la littérature, pour être la littérature moderne, en tout cas, donc une œuvre d'un auteur, d'un particulier, qui se veut singulier, et lisible au sens de vendable, quand même, échangeable.
dans les circuits, dans le flux. De quoi? De la conscience, des consciences. Eh bien, à mon avis, il se dédaigne des expressions consacrées. Vous voyez, il y a des expressions appropriées pour dire certains cas, mais ce sont des schèmes rhétoriques ou langage quotidien, communication. Là, il faut dériver. Il lui faut dériver, pas trop, mais en transversal ou en oblique, pour ouvrir un peu de champ, pour continuer, pour essayer de son petit récolte, pâturage. Je parle en termes de champestre. Notre meilleur guide, la terre, Ur-Erde, la terre originaire. Voilà, la philosophie s'occupe du doxa, autrement dit, expression consacrée, que tout le monde, c'est-à-dire tout sujet citoyen éduqué, qui mérite ce titre d'être citoyen, connaît et met en circulation comme petit monnaie les expressions consacrées qu'on appelle propres. Alors que c'est déjà décliné, oblique, pour ne pas dire aliéné ou partiel dans le meilleur des cas, ou de fond en comble, renversé dans sa signification. Vous voyez, comme dans l'exemple unheimlich, heimlich, qui change tout dans notre état d'esprit, et le philosophe ou chaman devient fou, aliéné, et les autres deviennent, citoyen normal devient clandestin, délinquant, et l'autre aliéné, l'autre délinquant, qu'est-ce qu'il y a dans la quête cause Foucaultien, fou, aliéné, fou, et l'autre coupable, l'autre, le poète, c'est Alain Badiou aussi accepte ça, et l'autre révolutionnaire, c'est encore plus farfelu de tout, révolutionnaire, c'est-à-dire à la fois il va intervenir sur ce monde-ci en praxis, en parole ou en manigance, avec les pièges des soufis, 4 portes, 3 portes, 5000 années, 3000 années, 7 dormeurs, etc. Mais ces gens-là, comme moi, en général, pendant leur révolution, pendant les moments de révolution, ils désertent le champ. On le trouve soit dans un voyage organisé, planifié pendant beaucoup plus avant que la révolution, par définition imprévue. L'exemple, les événements de juin, Heilige juin en Turquie. L'année, je peux dire des bêtises, mais ça devait être 2012 ou 2013. D'ailleurs, après 2 années, il y a eu un coup d'État. Encore plus manigance obscure, comme
venant d'un fond encore plus obscur, alors que dans la émeute de juin, qu'il faut parler quand même par analogie avec les événements bolcheviques de février, il y a deux révolutions. Si je me rappelle bien, en fait, les mois, il y a octobre officiel, mais il y a une février. Et ici, dans notre histoire, il y a fondation de la République en 1923, mais il y a un véritable changement de legacy constitutionnel, ce qu'on appelle monarchie constitutionnelle, à partir des événements de 1905. Non. Il y a quelques années, une dizaine d'années, mais ça ne change rien. Voilà. C'est Alain Badiou, dans le théorie du sujet, il a calculé comme ça, première occurrence, deuxième récurrence, qui se fait présenter comme quoi? Occurrence, comme commencement absolu. Alors que le premier est encore beaucoup plus important que l'autre. Et entre les deux, il y a eu quoi? Il y a eu prison, enfermement, des procès, des arrestations, des quoi? Hypocrisie, non pas des transformations, mais non pas des modifications, mais la règne de liquidation fondée sur hypocrisie légale, c'est-à-dire en usant, en mettant en main sur tous les institutions de justice, etc., etc., etc. Ah, mais non. Etc. Moi, je trouve actuellement, bizarrement, c'est-à-dire au sens où on fait déboussoler l'homme dans le jardin de conservatoire de l'université de Mimar-Sinan, alors que je croyais que ici c'est ad aeternum, c'était une caserne militaire. Mais tout a changé. Je regarde d'un œil, au bout du nez, la tour de surveillance, là où il devait y avoir des soldats, des garderies, des sentinelles, mais c'est vide. Il n'y a que des petits chatons qui ils sont logés. Là, on a changé l'enseigne. C'est possible. Et c'est bien. Mais on n'entend pas les chants chorales, rien du tout. Il y a une poussière morte, morne, dans une quand même saison où les dieux sont les divinités, disons, non pas les divinités élémentaires sont dans leur apothéose. On est le 9 juin, ou presque, en fait, 6 juillet, pardon, c'est-à-dire calendrier sacré. Bon, perspective, ça commence le soir, mais je ne trompe pas l'événement culturel, pas du tout, mais je vous signale que d'un jour au lendemain, les territoires le plus sûr peut changer de fonction. Ce n'est qu'un petit exemple qui ne veut rien dire, bien sûr. Changer de eigentum au nom du peuple, ça se fait. Mais quel peuple? Dans le temps normal, c'est-à-dire dans nos rêves diurnes,
même dans nos songes très communicables, en fait, comptable et comptable errable. Eh bien, nous obéissons à des lois de la communication, minimum de compréhension. Donc, en écrivant en lettres tétragrammes, les lignes, les incisions, les points, les pointus, les feintes, et un certain aspect schématisé des choses qui garde une similitude avec la chose donnée qu'à travers d'un nombrement. Et ceci, quand il veut danser dans une ivresse et vitesse en extase, la lettre en extase, rien de rigide dans la lettre, dans les lignes et les pointillons de ce qu'on appelle écrit. C'est une chorégraphie, pour dire chora d'une manière discrète. Cette graphène peut être italique, donc soumise à un autre sens, mais dans l'autre sens, elle peut être gothique, la lettre, et elle recte. Donc, cette écriture sanscrite soupçonnée de tamil est devenue arménien et géorgien, lointain parent des Phéniciens, et qui est devenu rectangulaire, autrement régularisé, compté, nombré, calculé. Ce que je veux dire, quand la lettre danse, rien ne peut l'empêcher, sauf un désir de communicabilité. Et le lever de ce désir dans les rêves fait que tétragramme se disparaît. Et il n'y a que des atomes, pour dire les choses schématiquement, qui se collent et tonnent. Et Schlager devient une certaine extrême onction au corps dite intérieurement épidermique, et là, un certain cendre s'allume pour vous réveiller. Tout à coup, vous reprenez vos esprits et vous arrêtez là l'opération en cours, car ceci était l'autre côté, comme une table momentanée, comme vous en a offert momentanément, mais dont la durée est incommensurable, non mesurable, ce que nous appelons chez un homme normalement constitué
même chez le bébé et même dans le fœtus, le phénomène de rêve, c'est-à-dire écriture au sens propre du terme. Alors, dès que vous avez un Dieu unique, donc vous aspirez à une stade impériale, là vous dites stop, hey, toute ségrégation tributaire, segmentarisation, régionalisation, parce que Dieu un, unique, même pour tous, ça rend une certaine liberté. D'abord, numériquement parlant, vous serez passé inaperçu par ce Dieu qui devra s'occuper de tout le monde. En plus, ce Dieu aura retiré son visage. C'est pas comme notre non très saine mais petite, partielle, ciblée, singulière déité qui sert à faire des ex-voto, donc des vœux sincères, des nouements et dénouements. Dans les quartiers, dans les petits coins, là vous faites des libations et sacrements et vous n'avez affaire qu'à cette déité au moment voulu. Et vous exaucez ses vœux, c'est Dieu qui veut et vous exaucez ses vœux, hein. C'est pas l'envers. Donc, c'est pas un marchandage, c'est un rapport sincère. Dès que vous versez de l'argent pour cette déité, pour cette amélioration en effigie, en bassin, en source, en revenu, en prête, en institution et une école, n'est-ce pas? Là, vous êtes quoi? Donateur, donatrice, sponsor, spondaire, répondant. Parce que déité, c'est pas vous qui l'avez inventé quand même. Le lieu même sacré, la source sacrée, et une certaine gesture, posture sacrée, et une cérémoniale et une possession sacrée, vous devancez toujours, d'ailleurs. Vous ne pouvez que voilà le mot qui me manque, bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Vous ne pouvez que l'exaucer dans vos fers en bâtisseur. Un bon bâtisseur, au sens de maçonnerie, pierre taillée, l'eau, source d'eau, fontaine, eh bien, bien sûr, une abondante resto de cœur et des sacrifices consommables, non pas à brûler, dont le fumet va aller à un Dieu unique. Non, on va manger ensemble et on va aller à se coucher à fêter. C'était sa déité, et déité existe toujours sous le nom de Evliya Türbe Yatır. En Anatolie, jamais disparu le catholicisme de Lyon. Quoique l'évidence dit Dieu est transcendance, sacré, heilige, n'a rien à voir avec le lieu,
Eh bien là, déportez-vous de Jérusalem alors. Comme si quelqu'un me posait, de quoi pensez-vous, quelle est la place de l'Afrique pour vous? Personne ne me l'a demandé. Mais hier, j'ai rencontré avec une ancienne amie. On a parlé plein de choses parce qu'il y avait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu et il s'est passé soit dans le monde, soit dans ma vie de santé, beaucoup de choses passées, etc. Eh bien, je lui ai demandé à un moment donné, non pas demandé, mais conseillé comme ça, j'ai dit que je pensais, je ne peux pas me taire, il faut que je te le dise, il faut que tu ailles à un moment donné, tu as la possibilité, je sais, et soit en Afrique, soit en Amérique du Sud, soit en Asie de Far West, Far Est. Bah, il m'a dit, en fait, c'est curieux que ce que tu m'as dit, en fait, au début de l'année, avec ma fille, nous sommes allés en Afrique du Sud. Et il a commencé à raconter, je sais qu'il fait de temps en temps comme ça des voyages, et il m'avait raconté dernièrement son voyage en Iran, qui était très édifiant pour moi. Il a parlé de l'Afrique du Sud, 3 capitales, sa population en majorité noire et dirigée avec une minorité encore des blancs parce qu'il tient tous les capitaux et les business, etc. etc. Mais il a raconté des bidonvilles aussi. Et son travail. Bon, Afrique pour moi, ben, bizarrement, il faut parler des choses empiriques ou phénoménales avant de souvenir. Oui, effectivement, il y a un bouquin que tout le monde adore, Impression d'Afrique de Raymond Roussel. On dit que Raymond Roussel n'était jamais en Afrique, il n'a jamais voyagé en Afrique et il a écrit comme ça. Et moi non plus, je n'ai pas voyagé en Afrique, j'ai écrit un bouquin, non pas dédié à toute l'Afrique, mais à une partie de l'Afrique, à cette grande empire moyenâgesque Afrique de l'Ouest, Nord-Ouest plutôt, au sud de du Maroc, Mali, empire de Mali, ce qu'on appelle aujourd'hui par approximation, mais bon, je ne raconterai pas en fait. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement des Africains, mais il s'agissait d'une tribu arabe, yéménite. Probablement, il fuissait une querelle religieuse de Yémen. Probablement, ils sont des chiites, des ismaélites surtout, etc. Mais ils ont construit une grande civilisation. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les manuscrits, en fait, tradition de copier les manuscrits. J'ai utilisé dans mon roman comme un arrière-fond qui fonctionne, qui intervient dans le récit principal, dont le héros principal, avec un décalage des siècles, c'était Ibn Khaldun, donc un historien.
À la fois, j'ai trouvé l'occasion d'exposer une théorie de l'histoire et de géographie, géophilosophie de Ibn Khaldoun, tel que je le reçois et comprends, dans un lieu situé historiquement comme ça, dans le milieu des scripts arabes et nègres qui travaillent juste pour gagner de l'argent, mais ils sont dans le sommet de leurs arts d'écrire et de peindre des miniatures et de copier n'importe quelle langue et n'importe quel livre en latin, en romain, en arabe principalement, et chaldanien, etc. Donc, ils ne faisaient pas des interprétations. Moi, j'ai fait une exception, effectivement, comme il s'agit d'Ibn Khaldoun, donc faire intervenir à côté de ce simple travail de copiste, une réflexion, un commencement d'exégèse, et qui est lié à ici maintenant de l'histoire, c'est-à-dire chute pour les musulmans de l'Andalousie et la fuite vers l'Afrique du Nord de certains hommes cultivés, tombés en esclavage, et donc ils ont trouvé un refuge. Bon, dis donc, j'ai raconté mon roman, qu'on peut copier très facilement. C'est un chablon que je n'ai pas trop pensé. J'ai écrit la nuit et jour, donc il s'agissait de la fin de l'année dernière, 2019, et au début de 2020, c'était déjà terminé. C'était une écriture, un travail d'écriture à la fois exaltant et épuisant, et hallucinant. Et j'étais dans le creux ou dans le sommet de ma maladie, dans mes traitements interminables, et dans une agitation extrême. Je l'ai fini. Je ne suis pas revenu là-dessus pour le voir avec une distance. Et j'ai dessiné des graphiques. J'étais entré dans les variations de la théorie de l'histoire, de la géographie et de la civilisation, bien sûr, en comparaison avec Hegel et Jean Hippolyte surtout, dans une lecture de Hegel, de Ibn Khaldoun. Donc je faisais sciences sociales ou autre chose, géophilosophie. Pourquoi je raconte? Je ne suis pas encore dépaysé, mais je trouve des endroits pour me dépayser, pour raconter mes impressions d'Afrique. Et en plus, bizarrement, chose rare, je suis encore et toujours dans ma ville natale, dans cette page-ci. Tout à l'heure, d'ailleurs, je pensais sur ça, c'est rare. En tout cas, pour les gens comme moi, de pour trouver cette possibilité de naître dans une ville comme ici, grande métropole, et malgré tous les changements extraordinaires, au prix de vivre, non pas dans la Sarente, mais dans ses marges, pouvoir y rester encore. On peut considérer depuis quelques années, comme je viens ici à ce bois, et c'est dans la proximité de mes souvenirs d'enfance, d'ancien Istanbul, sur ce bois. Et j'avais déjà fait des films de réminiscence en amnésis, donc sur ce lieu, et j'étais très productif dans ce lieu. Je suis l'un de ces moments qui me vacille encore à ce moment même dans cet enregistrement si soit une référence à un article de Derrida qui fait une correspondance avec Lévinas.
Et,